Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Salvador Ramos, un jeune lycéen américain de 18 ans qui a froidement assassiné 19 enfants et 2 adultes membres du personnel dans une école primaire de la ville d'Uvalde, dans l'État du Texas aux États-Unis le 24 mai dernier. Selon les enquêteurs américains, Ramos aurait en tout premier lieu tiré sur sa grand-mère avant de débouler dans l'école primaire. D'après le sergent Eric Estrada, du département de la sécurité du Texas, il aurait pris la fuite en voiture et l'aurait abandonné près de l'école après avoir eu un accident spectaculaire. Les forces de l'ordre tentent alors de l'empêcher d'entrer dans l'école, mais après un échange de coups de feu, il leur échappe. Ce matin-là, vers 11h30, le jeune homme armé et vêtu d'un gilet paramilitaire pénètre dans les couloirs par une issue de secours et s'aventure dans le bâtiment jusqu'à pénétrer dans une première salle de classe connectée à une seconde. Là, il s'est barricadé, faisant feu sur les 2 enseignantes et leurs élèves de 4th grade. Il a également blessé 17 autres personnes. Salvador est tué lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre et 2 policiers sont également blessés sans gravité. Selon Pete Arredondo, le chef de la police du district scolaire d'Uvalde, chargé de l'enquête, Salvador Ramos aurait agi seul. Après la tuerie, l'hôpital University Health de San Antonio aurait bien confirmé avoir admis une femme de 66 ans dans un état critique. Dans le même temps, les enquêteurs tentent d'obtenir des informations détaillées sur le profil du jeune tueur, ses mobiles et le type d'arme utilisée. Plusieurs informations surviennent rapidement. Les premiers éléments semblent dépeindre le profil d'un adolescent perturbé et fasciné par les armes. Selon certains médias américains, le jeune homme s'empressa d'acheter 2 armes de type militaire le lendemain de ses 18 ans. Les témoignages rapportent également que le jeune homme avait acheté une arme en ligne une semaine avant la tuerie. Sur les réseaux sociaux, Ramos est associé à un compte Instagram, supprimé après la tuerie, qui contenait plusieurs photos, de fusils d'assaut par exemple, où on pouvait reconnaître 2 AR-15, calibre 5,56, couramment utilisé par l'armée américaine, ainsi qu'un sac rempli de munitions. Sur son compte TikTok, Salvador avait écrit sous sa photo de profil « Kids, be scared » « Ayez peur les enfants ». Peu avant la tuerie, certaines photos de son équipement auraient été envoyées à un de ses camarades. On retrouvera par la suite des messages postés plus tôt ce matin-là, où l'on pouvait lire le fil quasi instantané du plan d'action de Salvador. Il écrit « J'ai un petit secret à vous dire. Je m'apprête à... » ou encore « Je vais tirer sur ma grand-mère. J'ai tiré sur ma grand-mère. Je vais tirer dans une école primaire. » Selon des témoins, l'adolescent serait plutôt de nature solitaire et présentait des troubles du langage. Salvador Ramos menait une vie de famille difficile. Certains l'ont également décrit comme étant sérieux, avec beaucoup de caractère. Salvador s'en était déjà pris violemment à des camarades et à des étrangers. Sur la chaîne CNN, un témoin rapporte que Salvador était souvent moqué par ses camarades, pour les vêtements qu'il portait et la situation financière de sa famille. Il précisa aussi que le jeune homme aurait lentement abandonné l'école depuis quelque temps. La famille de Salvador ont également ajouté qu'il pouvait parfois être un garçon agité, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il puisse être capable d'une telle violence. Il est aussi décrit par ses proches comme étant quelqu'un de calme, de discret, qui avait des difficultés à se faire des amis. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 18 ans à commettre ce massacre? Des humiliations, des maltraitances aux frustrations, un état psychologique déplorable, des conditions de vie dramatiques? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions qu'on se pose face à une telle barbarie, il faut tout d'abord identifier qui était véritablement Salvador Ramos. Et les premiers éléments de témoignages et d'informations personnelles dont nous disposons nous permettent déjà de constater la détresse émotionnelle que Salvador vit quotidiennement. C'est à l'école que le jeune homme devait sans doute passer la majeure partie de son temps. Les agressions et les humiliations susceptibles de rabaisser une personne sont une thématique sensible dont on parle peu, alors que ces effets peuvent avoir de graves conséquences.
Selon certaines enquêtes, un lycéen sur 5 déclare s'être souvent senti humilié par son professeur et dans des données récentes renseignées par l'OMS, il ressort qu'environ un élève sur 3 est victime de violences ou harcèlement en milieu scolaire. Le statut socio-économique, fondé sur la richesse, la profession et le niveau d'études des parents, ou encore le statut d'immigrant, peut jouer un rôle majeur dans ce type de harcèlement. On peut donc en déduire qu'un enfant originaire d'un milieu social défavorisé peut ressentir un sentiment profond d'infériorité à l'école. Salvador se plaignait auprès de sa grand-mère qu'il ne voulait plus aller en cours. Mia, sa cousine, raconte : il n'était pas vraiment quelqu'un de très social depuis qu'il était harcelé en raison de son bégaiement. Santos Valdez Jr., un ancien ami de Salvador, fait savoir au Washington Post que l'attitude de l'adolescent avait commencé à se détériorer et qu'il était de plus en plus isolé. Harcelé à l'école en raison d'un bégaiement et d'un zozotement, il se serait un jour coupé la lèvre en deux avec un couteau juste pour s'amuser. Plusieurs anciens camarades ont fait savoir qu'il ne venait plus à l'école. Et c'est sans aucun doute l'un des premiers facteurs aggravants pour l'état psychologique de Salvador. Cette blessure qui le pousse à se sentir rabaissé, dévalorisé, et sa confiance, elle, est remise en cause. Peut-être ne prend-il même pas conscience de cette souffrance qui peu à peu l'emporte dans la solitude, le refus et l'abandon scolaire. Il se pense délaissé des autres. Sa personnalité concorde avec d'autres auteurs de massacres scolaires, comme ceux de Parkland en 2018 ou de Columbine dans le Colorado en 1999. Tous étaient en proie à la rupture scolaire et sociale, une fascination pour les armes et des conflits avec la famille. Une ancienne collègue du fast-food dans lequel il travaillait raconte : il se montrait parfois très méchant envers les filles et l'un des cuisiniers. Il aurait menacé ce dernier en lui disant : « Tu sais qui je suis ?» Il envoyait aussi des messages inappropriés aux filles. L'un des managers du restaurant explique que le meurtrier avait travaillé là environ 1 an et avait démissionné le mois dernier. Depuis quelque temps, le jeune s'intéressait de plus en plus aux armes à feu et avait sans doute commencé à planifier de s'en fournir par tous les moyens. Des armes comme la R-15, un fusil d'assaut pouvant s'acheter pour moins de $200 dans le Texas, et cela sans aucun contrôle. Une arme tragiquement célèbre pour avoir été utilisée dans de nombreuses tueries de masse du même genre. Tous ces éléments nous indiquent comme il procède. Il suit méticuleusement les mêmes démarches que certains tueurs avant lui, comme un code lui étant dicté. C'est le modus operandi des tueries de masse aux États-Unis. Il fait les mêmes achats, prépare petit à petit son attaque jusqu'au jour J. Il laisse intentionnellement des indices derrière lui, des photos et des messages par exemple. Un autre ancien camarade de classe du tireur souhaitant rester anonyme raconte : il m'a envoyé une photo du fusil d'assaut qu'il utilise. Et un sac à dos plein de munitions, de 5,56, probablement quelque chose comme 7 chargeurs. Je lui ai répondu : mec, pourquoi t'as ça ? Il m'a lancé : t'inquiète pas. Le jeune homme vivait chez ses grands-parents après s'être disputé avec sa mère. Il occupait une des pièces de la maison où il dormait à même le sol sur un matelas. Selon son grand-père, Rolando Reyes, il ne savait pas que son petit-fils avait acquis des armes. Il ajoute n'avoir rien vu d'inhabituel qui prédisait ce qu'il allait se passer. Pour conclure, je dirais que Salvador Ramos a eu une enfance compliquée, possiblement dans l'absence d'amour, les problèmes affectifs avec les personnes de son environnement familial, le manque d'empathie et les violences répétées avec d'autres enfants ont créé chez lui des lacunes l'empêchant de s'affirmer pleinement. Ses difficultés à socialiser et à interagir avec les autres sont à l'origine de ses défaillances mentales. Tous ces traits peuvent définir le profil psychopathique compatible avec un meurtrier. Ramos ne s'est pas réveillé un matin en décidant qu'il allait devenir un tueur en série. L'idée de perpétrer un massacre de masse lui trottait dans la tête depuis un certain temps. Tout était prémédité, même le choix de l'école primaire. Viser des cibles fragiles et innocentes lui permettait de se venger d'une certaine manière de tout ce qu'il avait pu subir. Bien sûr, tout cela n'explique en rien le fait qu'il ait décidé de passer à l'acte ce jour-là et n'excuse absolument pas les atrocités perpétrées par le jeune Ramos. Mais encore une fois, l'analyse comportementale met en lumière les problèmes de société
et leurs impacts sur les individus ayant des déviances mentales et psychiatriques. Joe Biden, le président américain, l'a très bien dit lui-même lors de sa prise de parole suite au drame du 24 mai. Il est temps de transformer la douleur en action. Après la tuerie d'Uvalde, il faut affronter les lobbies des armes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!